Chers amis de la présente vidéoconférence, annoncée depuis bientôt 48 heures, je vous salue. Je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue à cette vidéoconférence qui sera consacrée à la mise en évidence de l'ignominie électorale en cours en Côte d'Ivoire. Ignominie et mascarade. Donc je parlerai avec objectivité, responsabilité et courage. Ignominie et mascarade électorale qui ne fait pas honneur à l'engagement que nous avons pris il y a maintenant de nombreuses années d'accompagner partout sur la terre natale d'Afrique la lutte pour la démocratie et pour l'enracinement, voire la naissance, l'émergence durable de l'état de droit. Je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue sur ce réseau social. Et je sais que vous en avez l'habitude, vous songerez à partager la conversation que nous allons avoir ce jour. Elle porte, comme je le disais donc tantôt, sur l'ignominie et la mascarade électorale qui se sont révélées au grand jour à l'occasion des élections locales du 13 octobre 2018 en Côte d'Ivoire. Donc, c'est avec beaucoup d'insistance que je reviendrai sur les pièces à conviction de cette ignominie et de cette mascarade et que je mettrai à la disposition de tous ceux qui veulent comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire des outils concrets, des outils clairs leur permettant d'argumenter contre l'émotion, d'argumenter contre la déraison, d'argumenter contre le délire qui s'empare d'un certain nombre de colonnes et d'esprits dans cette affaire. Je vous laisse en réalité le temps de vous installer. Vous êtes pratiquement à présent une centaine à avoir rejoint notre conversation. Je voudrais, avant de saluer ceux d'entre vous dont je vois déjà se signaler le nom sur l'écran, et en raison du nombre que vous êtes, vous me permettrez de ne pas être forcément exhaustif. Je voudrais vous inviter à accepter que nous nous recueillions ensemble pendant une minute symbolique, raison pour laquelle d'ailleurs j'ai choisi de porter ce soir une cravate noire, pendant une minute symbolique en la mémoire des citoyens innocents de Côte d'Ivoire, une dizaine selon les décomptes qui nous parviennent, qui sont tombés pendant la période préélectorale, pendant la campagne électorale et pendant la journée et les événements de l'après-journée électorale de ce 13 octobre 2018 en Côte d'Ivoire. Une dizaine de personnes tombées dans plusieurs villes du pays et l'une de celles-ci vient d'être inhumée aujourd'hui seulement en la personne de M. Lanciné Coulibaly, superviseur pour le compte du candidat maire élu Koné Tefour au niveau de la commune d'Abobo. Lanciné Coulibaly a été accompagné cet après-midi à sa dernière demeure. Il a été assassiné par des sbires au service du candidat ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui tenait à lui imposer la loi du trucage et du viol électoral, qui en réalité constituait leur seule réserve de voix. Lanciné Coulibaly a été accompagné aujourd'hui à sa dernière demeure et une dizaine d'autres citoyens de Côte d'Ivoire ont perdu la vie dans des circonstances tout à fait comparables. Pendant que vous vous installez, observons cette petite minute symbolique.
Je vous remercie. Paix à leurs âmes. Vous êtes à présent une centaine de personnes connectées sur cette vidéoconférence consacrée à l'ignominie et à la mascarade électorale énorme qui sont en cours en Côte d'Ivoire, qui ont été en réalité annoncées avant l'élection locale, c'est-à-dire en réalité municipale et régionale du 13 octobre 2018, qui se sont accomplies pendant la période de la pré-campagne, pendant la période de la campagne et le jour même des élections, tout comme après ces élections. Je vais procéder à un décryptage montrant précisément pourquoi, en réalité, l'élection locale du 13 octobre 2018 en Côte d'Ivoire est tout sauf une élection démocratique, transparente, inclusive et exemplaire. Je vais procéder à une démonstration étape par étape pour que chacun d'entre vous, repartant d'ici, en réalité, reparte avec des arguments précis pour répondre à la vulgate et à la gouaille de ceux qui ne veulent pas s'intéresser aux faits, aux choses elles-mêmes, mais qui veulent bien sûr, de toute façon possible, constamment présenter les événements tels qu'ils les arrangent, au mépris de la souveraineté populaire, au mépris de la dignité humaine, au mépris de la vérité historique et de la justice. Je voudrais commencer par le commencement. Lorsqu'on dit qu'on va organiser une élection démocratique dans un pays, on commence par s'assurer qu'il existe des lois, il existe des mécanismes démocratiques permettant d'organiser cette élection. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il existe bien sûr une loi, numéro 93 668 du 9 août 1993 relatif aux partis et groupements politiques. Cette loi existe. Il existe bien sûr une constitution. Constitution qui a été, comme vous le savez, révisée et dont la nouvelle version est la constitution du mois de novembre 2016. On trouve donc dans la loi sur les partis politiques, qui date d'août 93, et on trouve dans la constitution ivoirienne toutes les dispositions pertinentes permettant une organisation légale de la loi. On sait également que les Ivoiriens se sont dotés, à l'issue de la crise politico-militaire des années 2002 jusqu'à pratiquement donc 2007, se sont dotés à l'unanimité, d'ailleurs à partir de 2010, d'une commission électorale indépendante, elle-même régie par la loi. Donc, je répète, en Côte d'Ivoire, on a la Constitution, on a la loi de 1993 sur les partis et groupements politiques, et on a la loi fondamentale. On a la loi fondamentale, on a la loi créant la commission électorale indépendante à l'issue précisément des accords de paix de Ouagadougou de 2007. Ce qui a abouti, vous le savez, en 2010 à la mise en place effective et durable d'une commission électorale indépendante qui a existé pratiquement ainsi jusqu'aujourd'hui. Tous les partis politiques d'opposition, dont notamment le Front populaire ivoirien, tous les alliés principaux de l'actuelle majorité au pouvoir, à savoir ce qu'on peut appeler le régime RHDP soi-disant unifié, à savoir le PDCI-RDA et les forces nouvelles, ont constamment demandé à l'exécutif de Côte d'Ivoire d'accepter de respecter la loi ivoirienne qui prévoyait la réforme de la commission électorale et indépendante, avant toute élection. Cette demande a été formulée par l'opposition politique, notamment donc le Front populaire ivoirien. Elle a été formulée par les alliés politiques du pouvoir, à savoir pendant longtemps le PDCI-RDA. Elle a été formulée par, bien sûr, la génération qui a, de façon intrépide, contribué à l'arrivée du RHDP au pouvoir en 2010-2011 et dont le chef incontestable est l'actuel président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori-Soro. Toutes ces entités politiques ont demandé, dans l'intérêt du consensus, du compromis et de la bonne entente de tous les Ivoiriens, ont demandé à ce que la commission électorale indépendante soit réorganisée de telle façon précisément qu'elle respecte les intérêts
des candidats indépendants et les intérêts légitimes de l'opposition politique. Et qu'elle ne soit pas, en réalité, un organe croupion au service d'un clan au pouvoir. Pendant longtemps, l'exécutif ivoirien, à travers la figure du chef de l'État et de son gouvernement, a opposé une fin de non-recevoir à cette exigence. Mais voici que le 18 novembre 2016, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu un arrêt pertinent indiquant que, à partir de l'année 2016, bien sûr, l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire, en continuant d'utiliser la commission électorale et indépendante issue de l'élection de 2010, eh bien, l'État de Côte d'Ivoire était en train de violer les articles 17 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et l'article 3 du protocole de la CEDEAO, qui interdisent des pratiques discriminatoires dans l'organisation électorale. La Cour africaine des droits de l'homme, à laquelle la Côte d'Ivoire est soumise précisément en vertu de la ratification de sa charte et donc de la suprématie des accords liés à cette charte par rapport à la loi nationale, eh bien, l'arrêt qui a été rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le 18 novembre 2016, eh bien, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, a refusé ostentatoirement de le respecter. Il faut que tout le monde le sache. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est une instance juridique supérieure, et la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, eh bien, la CEDEAO et la Cour africaine des droits de l'homme ont, de manière très claire, demandé à la Côte d'Ivoire de rendre la commission électorale indépendante totalement inclusive et de cesser d'en faire l'institution discriminatoire qu'elle était de fait devenue. Dès lors d'ailleurs que le mandat de ses membres était forclos à partir de 2016. Lors de son discours du 6 août, le 6 août 2018, discours qui a apporté un bol d'air, il faut le reconnaître, à la classe politique ivoirienne, puisque le président Alassane Ouattara, dans ce discours, reconnaissait finalement qu'il y avait des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, en libérant tout d'un coup 800. Alors que pendant longtemps, le discours de l'exécutif ivoirien, malgré l'appel à la libération des prisonniers politiques incarné depuis plus d'un an avant par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori-Soro, le discours de l'exécutif ivoirien consistait à dire qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Mais quand il a fallu procéder effectivement à l'acte du pardon, tout le monde a vu, tout d'un coup, sortir de Côte d'Ivoire 800 personnes qui étaient détenues, dont de nombreuses sans procès. Et ce fut le cas, entre autres, de mon ami et frère Koné Kamaraté Souleymane, arrêté le 9 octobre 2017, sans le moindre procès, libéré dans cette ordonnance d'amnistie à partir du 6 août 2018, sans procès. C'est-à-dire, non seulement présumé innocent, mais attesté innocent. Ce qui a sans doute été le cas de nombreux autres prisonniers politiques, depuis de longues années, qui étaient emprisonnés. Tout le monde a applaudi, bien sûr, cette décision du président Alassane Ouattara, et tout le monde a également aimé que dans le même discours, il ait annoncé son intention, enfin, de s'aligner sur la volonté juridique et légitime de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la CEDEAO de réformer la commission électorale indépendante, de la remettre à plat. Tout le monde s'est réjoui de ce discours qui signait, il faut le reconnaître, une grande décrispation de la scène politique ivoirienne. Mais voici que le 5 novembre 2018, le président de la République, revenant d'un voyage, je crois, en Chine, annonce que la remise à plat de la commission électorale indépendante ne se ferait pas avant les élections locales, c'est-à-dire les élections municipales et régionales du 13 octobre 2018. C'est-à-dire que le président annonce que les élections locales du 13 octobre 2018 en Côte d'Ivoire vont se dérouler dans l'illégalité totale. Mais c'est très grave. C'est très grave pour l'Afrique. Lorsque l'institution judiciaire et morale qu'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
annonce un arrêt, lorsque l'institution politique et économique régionale, qu'est la CEDEAO, confirme cet arrêt, un État qui se veut démocratique, qui se veut légal, un État qui se veut en réalité un État de droit, doit s'aligner immédiatement sur cet arrêt. Car dans une république, la force doit être à la loi et non pas à un individu ou à un clan. Donc je compte avoir très clairement établi que le gouvernement de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, pour qui j'ai eu, pour des tas d'autres raisons, beaucoup d'admiration par le passé, ont décidé, contre le droit, contre la loi, d'organiser le 13 octobre 2018 une élection dans des conditions réputées condamnées par le droit international. On sait les conséquences que cela a eu. D'une part, il y a eu le boycott de l'opposition traditionnelle du Front populaire ivoirien, il y a eu les réserves du PDCI-RDA, il y a eu les réserves de nombreux cadres des anciennes, des forces nouvelles, il y a eu des réserves de nombreuses associations soroïstes qui ont souligné le fait qu'aller à cette élection dans ces conditions, c'était exposer la Côte d'Ivoire à de très graves conflits. Parce qu'il s'agissait d'une élection dans laquelle le pouvoir du nouveau parti RHDP dit unifié était en réalité à la fois juge et parti, alors que l'organe électoral doit vraiment être indépendant. Chers amis, voilà le premier point que je viens d'établir et j'espère que d'ores et déjà vous partagez avec moi. Vous partagez avec vos amis, vous partagez avec tous ceux qui vous écoutent sur vos réseaux la présente conversation. Le deuxième point que j'ai envie d'établir, c'est que nous sommes dans une situation très grave dans le cas de la Côte d'Ivoire, celle de la violation répétitive et effrénée, pour ne pas dire compulsive, de la loi, pour ce qui concerne le fonctionnement des partis politiques. La loi de 1993, loi numéro 87-13-668, relative aux partis et groupements politiques, dit ceci, en son article 6. Un parti politique ne peut pas adopter l'appellation d'un autre. Or, on a assisté ces derniers mois à la tentative d'accaparement, la tentative d'arrachement, la tentative de confiscation, par tous les moyens possibles, de l'appellation d'un parti politique contre sa propre volonté. Voilà ce que subit depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, le PDCI-RDA, parti de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un parti d'une importance historique, qui ne peut pas être malmené au cœur de l'Afrique avec l'approbation des intellectuels africains conscients. Le PDCI ne s'appelle pas par hasard RDA, Rassemblement démocratique africain. Rendez-vous compte que le Rassemblement démocratique africain comprenait des partis, non pas seulement d'Afrique de l'Ouest, mais aussi des partis d'Afrique centrale, pour obtenir les indépendances africaines. Le pays dont je viens, le Cameroun, a été conduit vers l'indépendance par la lutte, la résistance de l'Union des populations du Cameroun, qui fut UPC-RDA, membre du Rassemblement démocratique africain. Comment pouvons-nous accepter que l'on tente par la force, par l'intimidation, par le harcèlement, qu'on tente par toutes sortes de manœuvres anti-juridiques, d'arracher au PDCI-RDA, qui est un parti politique, protégé par la loi de 93 comme les autres, son identité, son logo, son appellation. Mieux encore, la loi sur les partis politiques est violée à l'approche des élections du 13 octobre 2018. Mais de quelle façon? Écoutez, en l'article, j'ai lu cette loi-là, il faut surtout lire le titre 1 de la loi. Le titre 1 de la loi comprend les articles 1 jusqu'à 10 qui parlent de ce qu'on entend par parti ou groupement politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a que deux formules possibles pour une organisation politique en Côte d'Ivoire. Soit c'est un parti, soit c'est un groupement de partis, comme l'était le RHDP né en 2005 à Paris et qui n'existe plus, en tout cas, auquel n'appartient plus le PDCI-RDA depuis qu'il s'en est officiellement retiré. Attention, j'ai surtout lu l'article 7 de la loi, chers amis. L'article 7 de la loi de 1993 dit que tout citoyen peut adhérer au parti, parti, écrit au singulier, au, A-U. On n'a pas dit il peut adhérer au parti au pluriel. Attention, il peut adhérer au parti, un parti, ou groupement politique de son choix. Un groupement. Un citoyen ne peut pas adhérer à plus d'un parti
Et un citoyen ne peut pas adhérer à plus d'un groupement à la fois, puisque ça n'aurait aucun sens. C'est ce que dit la loi. Un citoyen n'adhère pas à des partis, un citoyen adhère à un parti ou à un groupement de partis, comme l'était par exemple le RHDP, créé à Paris en 2005, avec la bénédiction de 3 forces qu'on a tendance à négliger, en privilégiant aujourd'hui une seule, le RDR, le PDCI et les forces nouvelles. Il faut bien comprendre, très sérieusement, ce que je suis en train de dire. Dites-moi, le 16 juillet 2018 est né en Côte d'Ivoire un parti qui s'appelle RHDP Unifié. Si donc le RHDP Unifié est un parti, dites-moi au nom de quoi et de quelle loi, de quelle logique le RDR existe encore. Tous les partis qui se sont fondus pour devenir RHDP Parti Unifié, en vertu de la loi, ces partis sont devenus de fait un seul parti. Par conséquent, les anciens partis qui ont disparu dans le RHDP, conformément à la loi actuelle, n'existent plus. On se retrouve là dans une loi élémentaire de logique que tous les Africains, tous les Ivoiriens doivent comprendre. Soit le RHDP existe, RHDP unifié existe, et à ce moment le RDR n'existe plus, parce qu'il ne peut pas y avoir 2 partis politiques, on ne peut pas appartenir à 2 partis politiques à la fois. Soit alors, le RDR, par exemple, existe encore, et alors, à ce moment, le RHDP unifié n'existe pas. Parce qu'on ne peut appartenir en même temps, on ne peut pas appartenir en même temps, dans le même pays, à 2 partis politiques. Ça, c'est l'article 7 de la loi sur les partis politiques de 1993. Celui qui dit qu'il en connaît une autre, qui régisse les partis politiques en Côte d'Ivoire, qu'il vous cite l'article, qui permet à un individu d'être à la fois membre du parti unifié, qui est un parti. Ce n'est plus un groupement de partis, c'est un parti. Et en même temps membre d'un autre parti en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la loi dit aussi qu'un parti ivoirien ne peut pas être le représentant, ou en tout cas le satellite d'un autre parti, d'un parti étranger. Donc, je viens de vous démontrer, chers amis, 2 choses. Et je les ai démontrées, je l'espère, calmement. Personne ne peut dire ici que je l'ai insulté. Partagez cette conférence pour qu'elle serve à l'éducation citoyenne populaire. J'ai démontré quoi? J'ai démontré, 1, que le gouvernement a organisé les élections locales du 13 octobre 2018 sur des bases illégales et au mépris du droit national et du droit international. J'ai montré qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la loi sur les partis politiques est en train d'être piétinée au premier chef par le gouvernement, par le régime du RHDP dit unifié. Moi, je l'appelle régime du RHDP dit unifié. Parce que je ne comprends pas de quelle façon ce parti s'est unifié. Quand un parti s'unifie, tous les autres partis qui se sont unifiés en lui cessent d'être uniques. Ils disparaissent en lui. Ou alors, si ce parti ne s'unifie pas, il devrait rester dans la formule groupement politique. Et en tant que groupement politique, bien sûr, les membres de ce groupement peuvent conserver leur autonomie. Or, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a affaire à un parti qui se dit unifié, mais dont des partis qui prétendent être membres revendiquent encore une certaine autonomie, au point même de revendiquer le droit, soi-disant, d'entendre des gens qui seraient membres du parti qui a disparu, qu'ils ont fait disparaître eux-mêmes, à propos de leurs engagements ou de leur positionnement politique. N'est-ce pas risible? N'est-ce pas ridicule? Comment pouvez-vous entendre quelqu'un au nom d'un parti qui a disparu, que vous avez vous-même fondu, un parti que vous avez dissous, à l'intérieur d'un nouveau parti? Donc, maintenant, je vais m'intéresser à ce qui s'est passé pendant la pré-campagne. Avant que la campagne électorale officielle de 2018, du 13 octobre 2018, ne soit lancée, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé, à l'intérieur du pays, une nouvelle ébullition qui consistait à mettre les moyens de l'État au service des candidats proches ou membres du RHDP, parti dit unifié, afin que ceux-ci envahissent les communes et les localités dans lesquelles les élections allaient se dérouler et y mettent en place une clientèle corrompue. On a assisté à des cérémonies de dons en milliards ayant vocation de corrompre des couches précises de la population, corrompre les religieux, corrompre
les représentants des associations commerciales et les associations de transport, etc. Corrompre les leaders associatifs, les cadres à l'extérieur de chaque commune. Corrompre les associations de femmes. Corrompre le citoyen lambda qui peut avoir une parole qui porte. Tout le monde a vu, sur une commune appauvrie comme celle d'Abobo, un assaut de générosité qui ne peut s'expliquer que par l'utilisation abusive des moyens de l'État que tout le monde a vu passer et servir avant même que la campagne officielle ne soit déclarée. Maintenant, au fond, nous allons aller au cas par cas, parce qu'il s'agit de démontrer ce qui s'est vraiment passé. En prenant quelques exemples modèles, afin que nul ne l'ignore et que personne ne dise que nous avons parlé en l'air. Écoutez. Y a-t-il véritablement eu, dans cette affaire, ce qui s'est passé le 13 octobre 2018, une élection digne de ce nom? Je vais vous prendre 3 cas sur lesquels je suis parfaitement documenté. 3 cas sur lesquels vous-même pouvez être parfaitement documenté parce que vous avez eu accès à l'évolution de la tragédie dans ces communes représentatives. Les cas que je vais vous prendre sont des cas que j'ai suivis minute by minute, hour by hour, day by day, depuis pratiquement 3 mois. Ce sont les cas de ma commune bien-aimée d'Abobo, dans laquelle je suis convaincu que le gagnant indiscutable, le maire élu, est l'honorable Kono Tefour, et non le ministre d'État cumulard Ahmed Bakayoko. Je vais vous expliquer comment, en réalité, le régime RHDP, soi-disant unifié, a organisé la plus vilaine mascarade électorale de l'histoire dans la commune d'Abobo. Je vais prendre un deuxième exemple, pour lequel je me suis parfaitement documenté. D'autant plus que c'est un exemple qui prouve très bien les limites d'un pouvoir qui tente d'abuser d'un peuple éveillé. Quand un peuple est éveillé, il est difficile d'en abuser. Et c'est pour ça que nous communiquons, nous participons à l'éveil et à l'éducation populaire, l'éducation citoyenne, pour donner à chacun les graines de lumière lui permettant d'être libre. Je prendrai donc le cas de la commune du Plateau, dans laquelle non seulement, comme vous le savez, on a harcelé et contraint à l'exil pour des motifs fallacieux l'ancien maire Akosi Benjo, dont on savait très bien que sa présence dans une élection contre le candidat qui voulait l'affronter lui garantissait dans tous les cas une défaite cuisante. On a harcelé ce maire, fait de la commune du Plateau la seule commune où il y aurait eu des malversations financières, alors que des pontes du RDR, ancien parti, puisque ce parti aurait disparu le 16 juillet 2018, avaient géré par exemple la commune d'Abobo, dans laquelle les pires scandales ont été signalés par la presse, sans jamais que les procureurs stipendiés de la République s'en occupent. Mieux encore, je vais vous montrer comment le brillant candidat, le maire élu de la commune du Plateau, Jacques Ewo, alias Jack Bauer, ou encore Sans Bruit, a non seulement gagné démocratiquement l'élection dans la commune, mais l'a vaillamment défendue et la défendra vaillamment, comme il l'a fait depuis hier, obtenant aujourd'hui, 15 octobre 2018, une lettre publique de reconnaissance de défaite et de renoncement à la tentative de tripatouiller l'élection du candidat du pouvoir, M. Fabrice Sawignon. Enfin, je prendrai un troisième témoignage important qui m'est parvenu. Ce sont les pratiques observées à l'intérieur des terres de Côte d'Ivoire, notamment dans la ville de Dabou, où mon ami et frère, un combattant de la liberté connu de tous, à savoir l'honorable Ben Souk, a fait face à une machine de fraude, à une machine de tripatouillage électoral qui n'aura jamais été aussi vilaine à voir, aussi honteuse à voir dans l'histoire de Côte d'Ivoire que venant de la part de ces dirigeants du RDR qui, dans les années 90 et au début des années 2000, incarnaient, soi-disant, maintenant on peut le dire, la résistance au nom de la démocratie. Commençons par le premier cas que je voudrais aborder avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé à Abobo? Et pourquoi nous ne pouvons en aucun cas accepter que la victoire de Koné Tefour à Abobo soit volée?
Je vais vous l'expliquer. La situation à Abobo, je la décris étape par étape. D'abord, Abobo, c'est la commune qui a été envahie par des individus missionnés par le pouvoir, avec très clairement le projet de corrompre massivement la population. C'est-à-dire c'est la commune dans laquelle on a déversé des mallettes d'argent en n'en plus finir. Je vous le prends progressivement, permettez-moi. Voilà. Abobo, c'est la commune où on a déversé des milliards pour acheter publiquement les électeurs. Les vidéos existent. Avant l'ouverture de la campagne, pendant la campagne et après la campagne, montrant des individus stipendiés envoyés par le pouvoir avec des mallettes d'argent, finançant, achetant les votes des électeurs, les forçant d'une manière ou d'une autre à faire vérifier qu'ils ont effectivement voté comme ils souhaitent. Cela est documenté et cela est disponible. L'huissier de l'honorable Koné-Tefou en produira à foison des preuves. À Abobo, on a procédé de manière frauduleuse à l'achat de cartes d'électeurs par une méthode effrayante, chers amis, et j'espère que vous êtes en train de partager cette conférence. On a envoyé des individus dans les quartiers dire à certains militants, à certains électeurs, que le candidat Koné-Tefou demandait de donner leur carte d'électeur en échange de 5 000 ou 10 000, de lui confier leur carte d'électeur. On a demandé à tous ceux qui, de près ou de loin, étaient supposés éventuellement voter Koné-Tefou, de confier leur carte d'électeur à des individus en réalité qui étaient chargés de manipuler la foule. Ainsi, un certain nombre d'électeurs, naïvement, croyant en réalité que le candidat Koné-Tefou était entré dans la valse de la corruption, comme le candidat Ahmed Bakayoko, se sont retrouvés confiant leur carte d'électeur à des individus qui leur ont remis, malheureusement, de l'argent en échange et qui se sont sauvés dans la nature avec les cartes d'électeurs qui leur permettraient plus tard de faire voter pour le candidat qui achète les voix, qui a tenté d'acheter toutes les voix possibles de son cru à Bobo, à savoir le candidat Ahmed Bakayoko. Vous voyez la perversité du mécanisme. On va dans les quartiers, on envoie des gens avec des sacs d'argent, on leur dit Koné-Tefou demande à tous ceux qui aimeraient voter pour lui de lui confier leur carte. On donne à ces gens de l'argent et ainsi on confisque en réalité autant que possible les cartes d'électeurs de ceux qui pourraient voter pour Koné-Tefou. Et on les utilise par la suite, avec la complicité de nombreux gestionnaires de bureaux de vote, on les utilise par la suite pour bourrer les urnes de vote favorable à M. Ahmed Bakayoko. À Bobo, il y a des gens qui sont venus dans leur bureau de vote et qui ont trouvé qu'on avait déjà voté en leur nom. Des milliers de gens ont trouvé qu'on avait déjà voté en leur nom. Vous venez, je ne sais pas, à l'école publique d'Abobo Sojefia, ou vous venez près de la mairie, etc. Et vous trouvez, vous arrivez, on vous dit, mais vous avez déjà voté. À Abobo, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait disparaître le système des stickers pour s'assurer justement de l'impossibilité de marquer de manière indélébile les personnes qui ont déjà voté. À Abobo, qu'est-ce qu'on a fait? Dans certains bureaux de vote, et l'huissier le montrera, on s'est retrouvé avec plus de bulletins de vote dans l'urne que d'électeurs dans la liste électorale. C'est-à-dire que quand on dépouille l'urne, il y a plus de bulletins de vote qu'il n'y a en réalité d'électeurs dans la liste électorale. Ce qui veut dire qu'on s'est parfaitement occupé à bourrer les urnes en utilisant des électeurs qui servaient en quelque sorte de tête de bélier. À Abobo, le jour des élections, des vagabonds ont été envoyés. Des loubards ont été envoyés par l'ancien loubard, je n'invente rien, il s'en est revendiqué lui-même en son temps, qu'est le ministre d'État Ahmed Bakayoko, pour brutaliser les électeurs. C'est un fait qui a été documenté. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le candidat Koné-Tefou, le maire élu d'Abobo, a dû enterrer M. Lanciné Koulibaly, assassiné dans ces conditions, par des loubards stipendiés et envoyés par l'équipe de campagne de M. Ahmed Bakayoko. À Bobo, on a observé des milliers de PV signés avant le comptage.
est signé d'une manière tellement régulière qu'on sent que c'est la même main qui a coché la case du candidat tricheur, du candidat du hold-up, du candidat du vol. Ahmed Bakayoko. À Bobo, on a observé que le réseau téléphonique, pendant les 2 jours avant l'élection et pendant le jour d'élection, a été perturbé. On ne peut pas exclure que quelqu'un qui a été ancien ministre des télécommunications, des communications, des NTIC, on ne peut pas exclure qu'il a utilisé ces réseaux auprès d'un certain nombre de groupes de téléphonie pour rendre difficile la communication téléphonique sur Abobo. Et probablement sur des tas d'autres parties de la Côte d'Ivoire où il fallait empêcher l'opposition, ou en tout cas la concurrence, de communiquer clairement. À Abobo, le candidat du pouvoir, le parachuté, le cumulard, ministre d'État, député de Séguéla, qui veut à tout prix être maire d'Abobo, alors qu'il sait qu'un cumulard ne peut être efficace nulle part, s'est permis de violer la loi en installant son QG électoral en face des bureaux de vote. En installant une tente, des réjouissances, à partir de 11 h, en face des bureaux de vote, avec des groupes d'individus chargés d'influencer les citoyens, au mépris de la loi. À Abobo, on a observé le convoyage des urnes dans des directions qui ne sont d'aucune façon prévues par la loi et sans s'assurer que tous ceux qui ont vocation à surveiller l'intégrité de ces urnes les accompagnaient. Des empoignades se sont multipliées à travers toute la commune d'Abobo. Durant ces empoignades, qu'est-ce qui a été observé? C'est que ceux qui agressaient les partisans et les militants engagés aux côtés du candidat Koné Tefour, ceux-là avaient bien souvent le soutien d'un certain nombre d'éléments de la police et même d'un certain nombre d'éléments en civil qui en réalité contribuaient à renforcer leur pouvoir d'intimidation. Voilà ce qui s'est passé à Abobo. À Abobo, on s'est débrouillé pour éclater les lieux de consolidation des procès-verbaux. Vous savez, la consolidation des procès-verbaux, c'est que lorsqu'il y a eu les votes dans les différents bureaux de vote, ensuite on amène tous les procès-verbaux des bureaux de vote, on les amène dans un seul et même centre, on les regroupe ensemble et alors on fait le comptage final des voix et on fait la distribution des pourcentages. Sous l'instigation du candidat du pouvoir, Ahmed Bakayoko, a été décidé à la dernière minute l'éclatement des lieux de consolidation des votes. Ce qui faisait que le gros du staff du candidat Koné Tefour avait du mal à pouvoir surveiller dans les différents lieux où on faisait de la consolidation en même temps, eh bien, consolider la synchronisation des résultats. Ce qui a permis justement, par la multiplication soudaine des lieux de consolidation de vote, eh bien, l'introduction frauduleuse de milliers de cartes de bulletins de vote et de milliers de pièces de PV frauduleuses. On se retrouve donc en réalité à Abobo dans le laboratoire de la plus grande fraude électorale jamais entreprise dans la Côte d'Ivoire depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny. Abobo a été le lieu où le pouvoir a testé sa volonté, son intention de tricher, qui s'était manifestée par le refus de respecter, bien sûr, les consignes de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et de respecter, comme vous le savez, les consignes de la CEDEAO, les arrêts juridiques internationaux de la CEDEAO. On sait que des forces de l'ordre en civil, avec des pistolets automatiques à la hanche, ont été dispersés, disséminés dans Abobo pour intimider l'électorat rival, l'électorat concurrent du candidat Ahmed Bakayoko. On sait qu'un certain nombre de jeunes Nyambro ont bénéficié de la couverture de quelques unités de gendarmerie, absolument prises littéralement pour servir les intérêts partisans du candidat du pouvoir. Même si on doit saluer le comportement républicain
de ces 6 gendarmes qui ont accepté de protéger le QG du candidat Koné Tefour dans la nuit fatidique et terrible du 13 octobre au 14 octobre 2018. L'équipe du candidat Koné Tefour a observé de nombreux PV non renseignés parce que les scrutateurs dans les bureaux de vote ont été intimidés par des bandes de loupards qui les obligeaient à fuir les bureaux de vote et donc à ne pas assister aux opérations finales de dépouillement et à ne pas avoir le temps de remplir les PV. On sait que de nombreux membres scrutateurs de bureaux de vote ont été contraints à la fuite par des menaces. Selon les déclarations du candidat du pouvoir lui-même, il a dépensé ou fait dépenser de 5 à 7 milliards de francs CFA dans la seule commune d'Abobo, dans les opérations, non pas seulement de campagne, mais également, comme vous le savez, dans la corruption publique. Puisque nous avons des images d'individus envoyés par le pouvoir, distribuer des sommes de 2 000, 5 000, 10 000 à l'entrée de nombreux bureaux de vote. Images qui serviront à légitimer la résistance citoyenne, pacifique, courageuse et déterminée des Abobolaises et des Abobolais, comme de tous les autres Ivoiriens spoliés dans toutes les communes où il y a eu des spoliations contre cette injustice. Enfin, les données qui nous viennent du terrain prouvent qu'à Abobo, des groupes ont été envoyés par le pouvoir pour semer intentionnellement le trouble afin de légitimer effectivement la forfaiture et la modification outrancière des pièces de conviction du processus électoral. Dans ces conditions, on sait très bien que si tous ces moyens, j'en ai dénombré 15, tous ces moyens de tricherie ont été mobilisés par le candidat ministre d'État parachuté Ahmed Bakayoko à Abobo, c'est parce qu'il était convaincu de perdre et c'est bien sûr parce qu'il a perdu ces élections. Les procès-verbaux consolidés par l'équipe du candidat Koné Tefour lui permettent en conviction, en âme et conscience, de se reconnaître et d'être reconnu par tous les Abobolais conscients, par tous les Abobolais qui constituent la majorité qui a voté pour lui, comme le maire élu de la commune d'Abobo en Côte d'Ivoire. Le candidat Koné Tefour est donc dans l'obligation d'entrer en alliance avec le peuple d'Abobo et avec tous les citoyens spoliés de Côte d'Ivoire pour le plein rétablissement des droits souverains du peuple. 5 à 7 milliards ont été dépensés. Mais savez-vous que la Côte d'Ivoire sera obligée de s'endetter pour l'année prochaine de pratiquement 800 milliards pour pouvoir couvrir le budget de fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire l'année prochaine. Comment un pays classé pays pauvre très endetté, comment un pays qui a besoin d'emprunter 800 milliards pour boucler son budget de l'année prochaine, comment ce pays peut se permettre de mettre à la disposition d'un ministre d'État en exercice 5 milliards de francs CFA pour corrompre le processus électoral, pour donner l'image la plus triste qui ait jamais été donnée d'un régime prétendument démocratique dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Comment peut-on comprendre qu'au moment où la Côte d'Ivoire est obligée de s'endetter sur le marché international à 800 milliards, on dépense ostentatoirement, avec exhibition, avec jouissance, avec arrogance, on dépense publiquement de 5 à 7 milliards dans des activités de distraction de la foule, de manipulation d'une foule abobolaise qui de toutes les façons ne s'est pas laissé tromper dans son écrasante majorité. Voilà ce qui s'est passé à Abobo. Et aucun démocrate au monde, aucune institution démocratique au monde ne peut considérer que le candidat Ahmed Bakayoko puisse être déclaré maire élu de cette commune après avoir multiplié autant de violations de la loi. Quels sont les articles de loi que M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, a violés? En Côte d'Ivoire, c'est très clair. Il a violé l'article 44 de la Constitution, qui dit que les biens publics sont inviolables. On l'a vu utiliser les moyens publics de l'État, et même parfois des camions de l'armée, pour son propre matériel, pour ses propres affaires de campagne. Ce candidat a violé l'article 7 de la Constitution contre les détentions arbitraires, puisque ces milices ont enlevé
des membres de l'équipe de Koné Tefour. Or, l'article 7 de la Constitution de Côte d'Ivoire dit que nul ne peut être détenu arbitrairement. Donc, voici un monsieur qui, en plus, publiquement, a organisé la corruption, a déclaré devant les électeurs que lui, devenant maire, il pourrait, en invoquant son nom, échapper au contrôle de police et de gendarmerie quand ils sont en infraction. Comment un candidat qui a violé autant de fois la loi peut-il être soutenu par un pouvoir prétendument démocratique, pacifique, pour devenir le maire de la commune la plus peuplée de la capitale? Soutenir Ahmed Bakayoko pour devenir maire de la commune d'Abo sur le sang de Lansine Coulibaly, qui a été assassiné par les miliciens de M. Bakayoko. N'est-ce pas en réalité mettre à la tête d'Abobo quelqu'un qui a ordonné l'assassinat, les blessures, les coups, les kidnappings des Abobolais? Quelle commune accepterait d'avoir comme maire quelqu'un qui a fait kidnapper certains de ses propres habitants? Quelle commune sérieuse et normale accepterait d'avoir comme maire quelqu'un qui s'est permis d'acheter publiquement les consciences? Quelle commune normale accepterait d'avoir comme maire quelqu'un qui annonce qu'il va permettre à ceux qui se reconnaissent de lui d'être hors la loi? Quelle commune sérieuse? Quelle république sérieuse soutient un candidat qui s'exprime de cette façon et qui se permet d'aller dans un meeting au plateau, traiter les candidats rivaux ou des candidats d'autres partis politiques de prisonniers en sursis, alors que c'est lui qui viole matin et soir les lois de la République? Chers amis, j'espère que vous êtes en train de partager massivement cette conversation. Je prends le deuxième cas. Tout le monde a compris qu'à Abobo, le maire élu, c'est Koné Tefour, l'imposteur, c'est Ahmed Bakayoko, et que le peuple d'Abobo n'a aucun intérêt à accepter cela. Tout le monde l'a compris. Et c'est la mobilisation citoyenne du peuple de Côte d'Ivoire, spoliée dans toutes les autres communes, qui viendra à bout de la volonté de tricherie du RHDP prétendument unifié. Je prends à présent le cas de la commune du Plateau. Alors là, dans la commune du Plateau s'est déroulé le deuxième polar de la honte électorale de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Non seulement on s'est arrangé à mettre hors d'état de compétition le maire en exercice, Akossi Benjo, qui a été contraint à l'exil, contrairement à la constitution de Côte d'Ivoire, qui dit que nul Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Dans la commune du Plateau, il y a 8 bureaux, 8 centres de vote. Les représentants du candidat Jacques Ewo, du PDCI-RTA, et les représentants du candidat Fabrice Sawignon, du RHDP, étaient présents dans tous ces bureaux de vote. Globalement, les votes se sont déroulés calmement, à quelques exceptions près, dans la totalité de la commune. Dans 7 bureaux de vote, sur 8 bureaux de vote au total, le candidat Jacques Ewo, alias Jack Bauer, alias Sans Bruit, a gagné sans bruit. Il a gagné. Dans chacun de ces 8 bureaux de vote, ses représentants ont pris copie des PV. Pendant que, à un moment donné, les représentants du candidat Fabrice Sawignon recevaient un SMS leur ordonnant de ne pas signer les PV dans tout bureau de vote où Sawignon aurait perdu. Malgré tout, les représentants du candidat Jacques Ewo possédaient donc la totalité des procès-verbaux de chacun des bureaux de vote, y compris du bureau de vote dans lequel ils reconnaissaient que Fabrice Sawignon avait gagné. Mais même s'il avait gagné dans un bureau de vote sur 8 au total, au final, le décompte de voix permettait au candidat Jacques Ewo d'être assuré de 3005 voix au minimum. Ce qu'il a parfaitement démontré. Mais alors, au moment où il se prépare à le démontrer, dans cette fameuse nuit des longs couteaux, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une CEI 1 et une CEI 2
Il fallait consolider les résultats dans les deux CEI du plateau. La première CEI, une consolidation est faite, mais le président de cette CEI disparaît dans la nuit et ne proclame pas finalement les résultats dans sa CEI. Il disparaît, on ne le voit plus. Dans la deuxième CEI, un commissaire, un homme armé, vient chercher le président de cette CEI, le président de la CEI 1, en réalité, parce que c'est la CEI 2 qui a fini de consolider et le président a disparu. On ne sait pas où il s'est rendu. Le président de la CEI 1, quant à lui, se fait enlever gentiment et se fait littéralement coopter par un commissaire, et tout ceci entre 20 h et 4 h du matin. De 20 h à 4 h du matin, eh bien, les deux CEI qui devaient proclamer, bien sûr, les résultats, ne les proclament pas. C'est alors là que commence un véritable Far West. Parce que tout d'un coup, ce que va découvrir le candidat Jacques Ewo, c'est que, en réalité, à un moment donné, des individus vont tenter de venir s'emparer de tout le matériel électoral, notamment des urnes, et les emporter hors de la commune du plateau, avec la protection de forces de police, de forces armées. Merci Alfred Curnet de m'indiquer que la CEI vient de déclarer Ewo vainqueur avec 60,57% des suffrages. Mais pourtant, les urnes sont volées au plateau et on prétend aller les consolider et même faire les décomptes, cette fois-ci quelque part dans la région d'Angré, dans la commune de Cocody. Et quand on s'en va suivre ceux qui emportent les urnes vers une destination inconnue, on découvre qu'ils se rapprochent de la résidence d'un parent proche du candidat Fabrice Awignon. Et là-bas, s'ensuivent des échauffourées. Les membres de l'équipe du candidat Jacques Ewo prennent des coups, subissent des violences, des intimidations, des menaces d'arrestation. Le candidat Jacques Ewo prend son courage à deux mains et appelle ses partisans à résister. Malgré l'utilisation de la police, les agressions subies par cette équipe, le molestage de certains, eh bien, les partisans de Jacques Ewo parviennent à imposer à la commission électorale indépendante, y compris ses huissiers et ses avocats, le réexamen des procès-verbaux consolidés et indiscutables qui lui accordaient, comme vous le savez désormais, ces 3000 voix d'avance au nom desquelles, aujourd'hui, contrairement à la tendance qui s'annonçait hier, la CEI finit par le déclarer vainqueur. On a donc vu au plateau un pouvoir tenter d'imposer contre la volonté du peuple son candidat et rencontrer un peuple déterminé à le faire reculer. C'est une leçon qu'on doit retenir dans toutes les démocraties africaines, c'est une leçon qu'on doit retenir dans toutes les républiques africaines, et c'est une leçon dont doivent s'inspirer tous les candidats spoliés de l'élection du 13 octobre en Côte d'Ivoire. C'est aussi une leçon qui nous prépare à ce qui va se passer par la suite, à l'approche, bien sûr, de cette date fatidique de 2020. Je salue donc ici la victoire enfin reconnue du candidat Jacques Ewo, alias Sans Bruit, alias Jack Bauer. Je salue cette victoire qui est celle de l'émergence au cœur du plateau d'une génération de dirigeants courageux, modernes, et je suis convaincu que Jacques Ewo, au cœur du plateau, représente en réalité la Côte d'Ivoire qui vient. Dans cette commune du plateau se matérialise l'alternance générationnelle dont nous parlons et en laquelle certains ne croient pas, mais qui, de manière inexorable, arrivera dans chacun de nos pays africains et finira de permettre à chacun effectivement de s'accomplir comme citoyen de cette Afrique, citoyen dans son pays. Maintenant, le dernier exemple que je voudrais donner, ce sont les informations qui me sont parvenues de la mascarade à Dabou. Sans oublier qu'on sait qu'à l'intérieur des terres, autour de villes comme la ville de Daloa, des forces de police et de gendarmerie ont été utilisées pour empêcher des paysans baoulés sortant de la campagne, pour les empêcher de venir voter à l'intérieur de la ville de Daloa, où ils avaient pourtant leur bureau d'électeurs. Il y a eu, à travers le pays,
vous le savez, de nombreuses violences, comme par exemple à Divo, orchestrées systématiquement par les candidats du pouvoir, sachant qu'ils allaient perdre dans les urnes et qui voulaient profiter du cafouillage pour se faire proclamer élus. Vous savez sans doute que c'est le cas du candidat Adjoumani, dans le Gontougo, qui y a mordu la poussière, le peuple du Gontougo lui ayant infligé très clairement, en réalité, un carton rouge pour félonie, trahison, trouble, division, double langage, esprit de vipère. Le candidat Adjoumani a perdu dans le Gontougo et espère profiter de la même technologie électorale que le candidat ministre d'État cumulard Ahmed Bakayoko à Abobo et de la même technologie électorale que le candidat Fabrice Sawignon a tenté de tester au plateau en ne sachant pas qu'au plateau, il y a un peuple et un certain Jack Bauer qui maîtrise la situation. Eh bien, que s'est-il donc passé à Dabou, sur les terres de l'honorable Ben Souk? Eh bien, de nombreux électeurs ont vu des listes électorales sans leur nom. Alors que leur nom, par contre, figurait dans la liste principale au niveau de la CEI. C'est-à-dire que, sachant qu'ils n'allaient pas voter le candidat du pouvoir, on s'est arrangé à les faire disparaître de la liste électorale de leur bureau. À Dabou, on s'est permis de déporter les noms de certains électeurs de 7 à 10 km de leur bureau habituel. C'est-à-dire qu'il y a des électeurs qui ont passé toute la journée à chercher dans quel bureau ils peuvent voter. Et systématiquement des électeurs dont on savait qu'ils ne voteraient sûrement pas le candidat du pouvoir. À Dabou, on a vu débarquer des gens venus d'Abidjan avec des tas de bulletins déjà votés, avec lesquels ils ont bourré les urnes à Dabou. Système d'urnes bourrées, déportage de bureaux de vote, annulation de noms dans les listes, confusion exprès. On a observé également à Dabou de nombreux votes signés par des inconnus. Quelqu'un se rend dans un bureau de vote, il n'a pas encore voté. Quand il arrive, on lui dit que la personne qui porte son nom a déjà voté. À Dabou, sur les terres de Ben Souk, avec le soutien des forces de l'ordre parfois stipendiées, des scrutateurs ont été sortis de force des bureaux de vote, notamment quand ces scrutateurs étaient réputés exercer de la vigilance pour des candidats rivaux aux candidats du pouvoir. Et oui, à Dabou, le régime RHDP unifié a démontré une fois de plus sa nature profondément antidémocratique, sa nature violente, sa nature félonne, sa mauvaise foi, son cynisme et son mépris des citoyens de Côte d'Ivoire. Voilà 3 témoignages forts qui sont une image de ce qui s'est accompli à l'échelle nationale dans tout le territoire de Côte d'Ivoire en ces élections locales du 13 octobre 2018. Je voudrais à présent conclure mon propos en disant ce que ceci nous indique comme leçon et les conséquences qu'il faut en tirer. D'abord, ce que ceci nous indique comme leçon, c'est que le pouvoir RHDP unifié est en perte de sens de la réalité. C'est un pouvoir qui est en train de tomber dans un déni de la réalité. Il s'invente une popularité fictive à laquelle il croit, alors qu'il est désormais déconnecté des masses populaires ivoiriennes. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un pouvoir qui est en train de s'enfoncer dans l'illégalité, le mépris du droit national et du droit international. Alors que ce pouvoir est arrivé grâce à l'appui du respect du droit international. La troisième remarque que je voudrais faire, c'est que ce pouvoir est en train de faire l'unanimité de tous les amis de la liberté et de la démocratie en Côte d'Ivoire et dans le monde contre lui, à travers cette mascarade, cette honte, cette ignominie électorale. La quatrième chose que je voudrais dire, c'est que cette élection nous a bien montré, en réalité, le type d'élection que le pouvoir RHDP soi-disant unifié compte organiser en 2020. Contrairement à toutes les apparences, ce pouvoir aimerait organiser une mascarade électorale encore plus monstrueuse en 2020. Voilà pourquoi il me semble que les patriotes, les progressistes, les républicains,
les humanistes de Côte d'Ivoire et les amis internationaux de la Côte d'Ivoire, les fils et les filles natifs et adoptifs de la Côte d'Ivoire, dont je suis, nous avons obligation de nous mobiliser dans la paix, mais dans la discipline et la fermeté pour faire reculer le pouvoir RHDP unifié dans toutes les communes où ces candidats ont triché, violenté, manipulé, méprisé la souveraineté populaire. Ça, c'est la première conséquence logique. Nous devons mobiliser les moyens juridiques nationaux et internationaux pour faire condamner cette soi-disant élection du 13 octobre 2018, comme elle a été précondamnée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 18 novembre 2016 et par la suite par la CEDEAO, elle doit être post-condamnée. Le dernier rapport de l'Union européenne sur le déclin des libertés en Côte d'Ivoire viendra en réalité se confirmer une fois de plus dans ce qui s'est passé là. Le discrédit international du régime RHDP soi-disant unifié est un discrédit avéré. Regardez ce qui est dit dans la presse américaine aujourd'hui. Regardez ce qui est dit dans la presse française. Regardez ce qui est dit dans la presse africaine. Regardez ce que pense en réalité la majorité des Ivoiriens quand on les sonde. Et vous comprendrez que ce régime a en réalité franchi depuis très longtemps le Rubicon. J'insiste donc pour dire qu'il y a une dernière conséquence. C'est la responsabilité de tous les hommes et de toutes les femmes politiques ivoiriennes de s'engager, et de tous les amis de la Côte d'Ivoire de s'engager à obtenir que la commission électorale indépendante actuelle soit dissoute dans les plus brefs délais. Que les élections, là où cela est nécessaire, soient reprises pour respecter, bien sûr, la souveraineté populaire, que les candidats faussement déclarés vainqueurs soient démis de leurs fonctions électorales, que ceux qui ont corrompu, blessé, kidnappé, assassiné, comme c'est le cas du candidat ministre d'État Ahmed Bakayoko à Abobo, qui est responsable de l'assassinat du citoyen Lansine Koulibaly qui dort ce soir dans sa tombe. Il faut que la loi poursuive ceux qui, dans ce processus électoral, se sont organisés pour donner gratuitement la mort à maintenant pratiquement plus de 10 Ivoiriens et 10 personnes en Côte d'Ivoire. J'ai fait cette conférence pour mettre à votre disposition mon analyse de cette mascarade, de cette ignominie électorale. Si vous partagez cette analyse, vous êtes à présent pratiquement 500 connectés sur la présente page. Je vous invite à la diffuser sur vos réseaux. Je vous invite à la mettre à la disposition de tous ceux qui veulent participer à l'émergence de l'état de droit en Côte d'Ivoire et tous ceux qui veulent soutenir ceux qui luttent pour la démocratie, la justice, l'égalité, la sortie de nos peuples africains de la misère. J'ai honte de ce que la Côte d'Ivoire est en train de devenir, car moi, natif du Cameroun, j'ai le sentiment que le régime RHDP du président Alassane Ouattara s'est mis à copier la vilainie, la méchanceté, le cynisme, l'obscurantisme du régime de M. Paul Biya au Cameroun. Je lis bien souvent les remarques oiseuses, fantasmagoriques, sinon amphigoriques, d'un certain nombre de personnes qui me demandent de parler de mon Cameroun natal. Quand les experts blancs, les experts asiatiques parlent de l'Afrique, on n'entend jamais ces gens-là intervenir de la même façon. Ces gens sont en réalité prisonniers du complexe de race. Ils sont prisonniers du complexe d'appartenance biologique à la race noire et croient que l'appartenance biologique à la race noire enlève à un intellectuel le pouvoir de dire ce qu'il pense à propos de ce qui arrive où que ce soit dans le monde. Je profite de cette tribune pour dire à tous que pour moi l'intellectuel c'est celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Et j'ai la chance qu'en Côte d'Ivoire, ça me regarde, parce que je suis un fils adoptif de la Côte d'Ivoire. Ce pays m'a offert non seulement son hospitalité, mais il m'a offert de fonder ma famille. Et je suis lié à lui par le sang. Ce pays
m'a accueilli pour une partie de mes études universitaires. Dans ce pays, j'ai formé 5 générations de jeunes Ivoiriens dans les lycées et collèges, d'Abobo jusqu'à Sikinsi, en pays Abidji. Et ils se reconnaîtront et témoigneront. Quand je parle de Côte d'Ivoire, je parle non pas seulement avec mon cerveau, mais également avec mon cœur. Et je dis que la pente que prend aujourd'hui le régime du président Alassane Ouattara me rappelle étrangement la pente ubuesque dans laquelle s'est installé le régime dictatorial, le régime inhumain, cynique, qui depuis 36 ans a pris le peuple camerounais en otage et qui de toutes les façons tombera aussi. J'insiste quand même pour dire que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Cameroun. En Côte d'Ivoire, en 25 ans, les Ivoiriens ont changé par 4 fois de président. Ceux qui veulent transformer les Ivoiriens en esclaves doivent se souvenir que les Ivoiriens ne supportent moins que des tas d'autres peuples africains d'être réduits en esclavage par un seul homme. Le pouvoir ivoirien serait bien malin de reconnaître la défaite de ces candidats partout où ils ont été régulièrement battus et de suspendre leur installation partout où ils ont régulièrement participé à des violences, à la corruption, à l'assassinat des gens. Le pouvoir ivoirien serait bien futé de se retirer sur la pointe des pieds, comme il vient de se retirer sur la pointe des pieds dans la commune du Plateau, où l'attendaient les citoyens rassemblés autour d'un certain Jack Bauer. Aujourd'hui, à Abobo, au moment de l'enterrement du citoyen assassiné par le candidat Ahmed Bakayoko, à travers ses sbires, les loubards, dont il a toujours eu l'art de s'entourer, le candidat maire élu d'Abobo, Koné Tefour, a fait une déclaration importante. C'est une déclaration qui appelle tous les Abobolais, toutes les Abobolaises, de se joindre à tous les citoyens et à tous les candidats spoliés de Côte d'Ivoire pour revendiquer dans la paix, mais avec fermeté, par une mobilisation sérieuse, le respect de leur vote. Cela est le devoir sans délai de tout peuple spolié. Et il n'est besoin pour cela de donner aucune consigne particulière. Il est seulement besoin de dire les revendications doivent se faire dans le cadre de la paix, les revendications doivent se faire avec un esprit de responsabilité, mais les revendications doivent se faire avec courage. J'appelle donc tous les candidats spoliés de Côte d'Ivoire à s'unir comme un seul homme avec le peuple de Côte d'Ivoire spolié dans ces différentes communes et menacé justement d'ablation, menacé justement de confiscation de son expression souveraine. Candidats spoliés, unissez-vous, unissons-nous avec le peuple, en réalité, de telle façon que la Côte d'Ivoire donne à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique francophone, à l'Afrique et au monde, une leçon de résistance démocratique. Voilà ce que je tenais à dire. Je salue une fois de plus tous ceux qui, de manière régulière, fussent-ils membres du RHDP, du PDCI-RDA, membres des candidats indépendants, tous ceux qui ont été élus régulièrement dans les communes et régions de Côte d'Ivoire, je leur adresse mes hommages, mes respects pour la confiance que le peuple de Côte d'Ivoire leur a confiée. Tous ceux qui savent qu'ils ont volé les votes, tous ceux qui savent qu'ils ont participé aux violences, tous ceux qui savent qu'ils ont participé à organiser des assassinats contre des citoyens de Côte d'Ivoire, qu'ils aient le courage de se rendre déjà eux-mêmes à la justice. Qu'ils aient eux-mêmes déjà le courage de faire comme M. Sawignon a fait ce lundi, d'annoncer poliment leur renoncement à ce projet machiavélique, méphistophélique, dantesque de mépris de la souveraineté populaire. J'insiste pour dire qu'en tant qu'intellectuel politique et fils adoptif de la Côte d'Ivoire, je soutiendrai toutes les initiatives visant au respect de la souveraineté populaire, comme je les ai soutenues en 2010-2011, comme je les ai soutenues dans mon pays natal, le Cameroun, comme je les soutiens à travers le monde, partout où j'ai l'occasion d'intervenir par la pensée et l'argumentation. Chers amis, telle était la conférence que je comptais aujourd'hui délivrer à votre intention. Je vous remercie d'ores et déjà de bien vouloir accepter de la partager. Je m'efforcerai de me tenir à votre disposition pour la suite réservée à cette lutte pour le plein respect des libertés fondamentales du peuple africain de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.
au revoir. Bonsoir à tous. Et une fois de plus, bravo à ceux qui, aux côtés du peuple, ont mené la bataille.